Claire fixait l'écran de son téléphone, le cœur battant à tout rompre, tandis que la photo volée d'elle et Sophie en train de s'embrasser passionnément dans un café parisien circulait déjà sur les réseaux sociaux. Postée anonymement par un collègue jaloux, cette image avait déclenché une tempête immédiate. Son père, un avocat conservateur influent, l'avait appelée en hurlant, exigeant qu'elle rentre immédiatement à la maison familiale à Lyon, menaçant de la déshériter si elle ne rompait pas sur le champ avec cette aberration. Mais au lieu de la panique attendue, Claire ressentit une libération inattendue. Comme si ce scandale forcé ouvrait enfin la porte à une vérité qu'elle avait enfouie depuis des années. Assise dans son appartement du Marais, Claire repensait à leur première rencontre. Il y a 6 mois. Elle était alors une avocate ambitieuse de 28 ans, travaillant dans un cabinet prestigieux de Paris, spécialisé dans le droit des affaires. Sa vie était un modèle de perfection apparente, un fiancé choisi par sa famille. Des dîners mondains et une carrière en pleine ascension. Mais sous cette façade, Claire luttait contre une insatisfaction profonde, un vide qu'elle n'osait nommer. Sophie, une artiste peintre de 30 ans, libre et bohème, avait surgi comme un ouragan lors d'une exposition d'art contemporain. Avec ses cheveux noirs courts et ses yeux bleus perçants, Sophie dégageait une énergie vitale qui avait immédiatement captivé Claire. Leur conversation avait commencé innocemment, autour d'une toile abstraite représentant des tourments intérieurs, mais elle s'était prolongée tard dans la nuit, révélant des affinités insoupçonnées. Dès le lendemain, Claire avait annulé un déjeuner avec son fiancé pour revoir Sophie. C'était le début d'une spirale de mensonges et de rendez-vous clandestins. Sophie, issue d'une famille modeste de Provence, avait toujours assumé son orientation sexuelle, ayant rompu avec un passé hétérosexuel forcé par les attentes sociales. Elle vivait ouvertement, organisant des ateliers d'art pour des jeunes en difficulté, et son charisme attirait un cercle d'amis progressistes. Claire, en revanche, provenait d'un milieu catholique traditionnaliste où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, Jacques, un pilier de la droite conservatrice, et sa mère, Marie, une femme au foyer dévouée, avaient élevé leurs enfants dans le respect des normes, mariage, enfants, stabilité. Claire avait internalisé ces valeurs, se convainquant que son attirance pour les femmes n'était qu'une phase passagère. Mais avec Sophie, tout changeait. Leur promenade le long de la Seine, leurs débats passionnés sur l'art et la société, et ces moments volés où leurs mains se frôlaient, avaient éveillé en Claire une passion qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, la culpabilité la rongeait. Elle mentait à son fiancé, Antoine, un homme gentil mais fade, qu'elle avait accepté d'épouser pour plaire à ses parents. Antoine travaillait dans la finance et représentait l'idéal familial, stable, ambitieux, hétérosexuel. Claire se sentait piégée, oscillant entre le désir de liberté et la peur de perdre tout ce qu'elle avait construit. Sophie, patiente au début, commençait à presser Claire pour qu'elle assume leur relation. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement, lui avait-elle dit un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur le canapé de Sophie. Claire avait hoché la tête, mais au fond d'elle, la terreur l'envahissait. Le scandale éclata un mardi matin pluvieux. Claire était au bureau quand son téléphone vibra frénétiquement. Des messages de collègues, d'amis, et même d'inconnus affluaient. La photo,
prises à leur insu lors d'un brunch discret, montraient clairement leur visage. Traîner. Déshonneur familial. Comment oses-tu? Les commentaires fusaient. Son père appela en premier. Claire? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Tu rentres à Lyon ce soir? Et tu mets fin à cette folie, hurla-t-il. Sa mère pleurait en arrière-plan. Antoine, informé par un ami commun, envoya un message laconique, c'est fini entre nous. Claire s'effondra dans les toilettes du cabinet, les larmes coulant silencieusement. Mais au milieu de ce chaos, une clarté émergea, elle n'avait plus à cacher. Elle envoya un message à Sophie, viens me chercher. Je suis prête. Sophie arriva en taxi, les yeux rougis d'inquiétude. Elles s'enlacèrent dans la rue, indifférentes au regard. On va s'en sortir, murmura Sophie. Elles décidèrent de partir pour un week-end à la campagne, chez une amie de Sophie en Normandie. Pour réfléchir. Là-bas, au milieu des champs verdoyants, Claire confia ses peurs les plus profondes, la perte de sa famille, la ruine de sa carrière, le jugement de la société française encore imprégnée de conservatisme malgré les avancées légales. Sophie écouta, partageant ses propres blessures passées, une rupture douloureuse avec une ex qui avait choisi la facilité hétérosexuelle. L'amour vrai demande des sacrifices, dit-elle. Claire hocha la tête, mais le doute persistait. De retour à Paris, la réalité les rattrapa. Le cabinet d'avocats de Claire lui envoya un email poli mais ferme, une pause était suggérée pour raisons personnelles. Son père coupa les vivres. Et sa sœur cadette, Élise, l'appela en secret pour la supplier de se repentir. Claire se sentait déchirée. Elle aimait Sophie. Mais le prix semblait exorbitant. Un soir, lors d'un dîner tendu avec Sophie, elle explosa, et si c'était une erreur? Si je regrette tout? Sophie, blessée, répondit calmement, alors, choisis. Mais sache que je ne serai pas ton secret éternel. Claire passa la nuit éveillée, pesant les options. Le lendemain, elle prit une décision impulsive, elle appela son père pour une confrontation. Papa, je l'aime. Accepte-le ou perds-moi. Jacques raccrocha sans un mot. Ce fut le début d'une guerre froide familiale. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons, une galerie d'art annulait son exposition, craignant le scandale associé. Tout ça à cause de nous, murmura Claire. Sophie secoua la tête, non. À cause d'eux. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Claire chercha du soutien auprès d'associations LGBT à Paris, comme SOS Homophobie, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Ces témoignages l'aidèrent à comprendre que son combat n'était pas isolé, mais ancré dans une société en évolution lente. Pourtant, la pression montait. Antoine, amer, répandait des rumeurs sur Claire au travail, sapant sa réputation. Sophie, pour la protéger, proposa de rompre publiquement, mais Claire refusa. On affronte ça ensemble. Leur relation se renforça dans l'adversité. Mais des fissures apparurent. Sophie, plus expérimentée, accusait parfois Claire d'hésitation. Tu veux tout avoir, la famille, la carrière, et moi en cachette. Claire niait.
Mais au fond, elle savait que c'était vrai. Un jour, un appel inattendu changea tout. Élise, la sœur de Claire, débarqua à Paris. Je suis de ton côté, dit-elle en larmes. Élise, 25 ans, avait elle-même des doutes sur sa sexualité, inspirée par le courage de Claire. Cette alliance fraternelle apporta un espoir fragile. Mais Jacques, furieux d'apprendre cela, intensifia ses efforts pour isoler Claire. Il contacta le cabinet pour exercer une pression subtile. Claire, face à ce mur, envisagea de quitter Paris pour recommencer ailleurs. Sophie, terrifiée à l'idée de la perdre, proposa un pacte, partons ensemble, loin des jugements. Claire hésita, le cœur lourd. Était-ce la fuite ou la liberté? La proposition de Sophie résonnait dans l'esprit de Claire comme une tentation dangereuse. Partir ensemble signifierait abandonner sa vie parisienne, ses ambitions professionnelles, et peut-être définitivement sa famille. Mais rester impliqué une bataille épuisante contre les préjugés ancrés dans la société française, où malgré le mariage pour tous adopté en 2013, les mentalités conservatrices persistaient, surtout dans les cercles élitistes comme celui de son père. Claire passa des nuits blanches à peser le pour et le contre, son appartement devenu un sanctuaire de doutes et de whispers amoureux. Sophie, patiente mais ferme, insistait, l'amour n'est pas une cage. Claire, c'est une aile. Elles décidèrent d'un essai, un voyage à Marseille, chez la tante de Sophie. Une femme ouverte d'esprit qui avait élevé Sophie après le décès de ses parents. Là-bas, sous le soleil méditerranéen, Claire goûta à une liberté inédite. Elle se promenait main dans la main sur le vieux port, sans craindre les regards. La tante, une retraitée joviale nommée Louise, les encouragea, la vie est trop courte pour les regrets imposés par les autres. Ces mots frappèrent Claire, qui pour la première fois envisagea une vie sans l'approbation paternelle. Mais un appel de Marie, sa mère, brisa l'idylle. Ton père est malade? Claire. Un infarctus. Il demande à te voir. Le choc fut violent. Était-ce une manipulation ou une réalité? Sophie soupçonna un piège. Mais Claire, rongée par la culpabilité, insista pour rentrer à Lyon. À l'hôpital, Jacques gisait pâle sur son lit, entouré de la famille. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Claire, mais se durcirent quand il murmura « Promets-moi de revenir à la raison. » Marie, les larmes aux yeux, supplia, pour lui. « Ma chérie. Pense à nous. » Claire sentit son monde s'effondrer. Elle promit une réflexion, mais refusa de renier Sophie. De retour à Paris, elle confia à Sophie la scène, déclenchant une dispute explosive. Il te manipule. Tu vas tout sacrifier pour un homme qui te rejette, cria Sophie. Claire, défensive, rétorqua, c'est mon père. Tu ne comprends pas la famille. Sophie partit en claquant la porte, laissant Claire seule avec ses tourments. Les jours suivants furent un calvaire. Claire tenta de se concentrer sur son travail, mais les ragots au cabinet la minaient. Un collègue, Pierre, un ambitieux sans scrupules, profita de la situation pour la discréditer lors d'une réunion, insinuant que son style de vie affectait sa concentration. Claire riposta avec vigueur.
Mais le doute s'insinua. Était-elle prête à payer ce prix pour l'amour? Sophie, de son côté, noya son chagrin dans la peinture, créant des toiles sombres reflétant la trahison perçue. Une amie commune, Nadia, une activiste lesbienne, tenta de les réconcilier. Vous êtes plus fortes ensemble, dit-elle lors d'un café. Sophie accepta une rencontre, mais posa un ultimatum, choisis-nous ou choisis eux. Claire, déchirée, consulta un thérapeute spécialisé dans les questions LGBT. Les séances révélèrent des couches de conditionnement social, l'éducation catholique, les attentes genrées, la peur du rejet. Votre amour n'est pas immoral, Claire. C'est la société qui l'est parfois, affirma le thérapeute. Fortifiée, Claire confronta Antoine lors d'une rencontre fortuite. Il admit sa douleur, mais reconnut, je t'aimais. Mais tu n'étais pas heureuse avec moi. Cette closure libéra Claire d'une partie de sa culpabilité. Elle appela Sophie pour une réconciliation. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se promettre un avenir. Mais le lendemain, un email de Jacques anéantit tout, il avait engagé un détective privé, révélant des détails intimes de leur relation pour protéger la famille. Le scandale s'amplifia. Des articles dans la presse locale lyonnaise dépeignaient Claire comme une rebelle ingrate. Sophie, furieuse, proposa une contre-attaque, une interview publique pour exposer les hypocrisies familiales. Claire hésita, craignant d'aggraver la santé de son père. Élise, l'allié inattendu, intervint, papa cache ses propres secrets. Il a eu une liaison il y a des années. Cette révélation ébranla Claire. Était-ce de l'hypocrisie pure? Elle décida d'affronter Jacques une fois pour toutes. À Lyon, dans la maison familiale, la confrontation fut épique. Tu me juges. Mais tu n'es pas parfait, accusa Claire. Jacques, affaibli, avoua sa faute passée. Mais maintenant, c'était différent. Un homme et une femme. Claire partit en larmes, réalisant que le changement ne viendrait pas de lui. De retour à Paris, Sophie l'attendait avec un plan, déménager à Berlin, où la communauté LGBT était plus accueillante. Claire, épuisée, accepta temporairement. Mais une trahison inattendue surgit. Nadia, l'amie, jalouse de leur lien, contacta anonymement la presse avec des détails exagérés, espérant attirer l'attention sur sa cause. Le backlash fut immense, Sophie perdit un contrat majeur, et Claire fut licenciée. Comment as-tu pu, hurla Sophie à Nadia, qui se justifia, pour le bien de la communauté. Cette betrayale approfondit leur lien, mais sema le doute sur les alliances. Claire, en pleine crise, envisagea de tout abandonner. Peut-être que l'amour n'en vaut pas la peine. Sophie, dévastée, répondit, alors, vas-y. Mais sache que je t'attendrai. Les mois suivants testèrent leur résilience. Claire trouva un emploi freelance, loin du prestige passé, tandis que Sophie exposa ses toiles sous un pseudonyme. Elle vivait discrètement, mais l'amour persistait. Pourtant, la pression sociale pesait, des amis se distancèrent, et des inconnus les harcelaient en ligne. Claire luttait contre la dépression, questionnant ses choix.
Une nuit. Elle confia à Sophie, « J'ai tout perdu pour toi. » Sophie, blessée, rétorqua, « Non. Pour nous. Pour la vérité. » Cette honnêteté brutale les rapprocha. Mais le coup émotionnel montait. Un tournant arriva avec l'anniversaire de Marie. Claire y alla seule, espérant un rapprochement. Marie. En privé. Admis, je t'aime tel que tu es. Mais ton père. Claire pleura, réalisant que sa mère était prisonnière des mêmes normes. De retour, elle proposa à Sophie un engagement symbolique, une cérémonie privée. Sophie accepta. Mais avec réserve, seulement si tu es sûre. La cérémonie privée eut lieu dans un petit jardin parisien, sous un ciel printanier. Seuls Élise et Louise étaient témoins. Claire et Sophie échangèrent des vœux simples, promettant fidélité dans l'adversité. Ce moment de joie pur contrastait avec le chaos ambiant, mais il scella leur détermination. Pourtant, le retour à la réalité fut brutal. Jacques, informé par un espion familial, envoya une lettre menaçante, « Tu n'es plus ma fille. » Marie, déchirée, cessa les contacts. Claire s'effondra, questionnant si l'amour valait cette perte familiale. Sophie la soutint. Mais ses propres doutes surgissaient, avait-elle poussé Claire trop loin? Au travail, Claire luttait pour reconstruire sa carrière. Un nouveau cabinet, plus progressiste, l'embaucha, mais à un poste inférieur. Les collègues murmuraient. Et Pierre, son ancien rival, continuait à la dénigrer en ligne. Sophie, de son côté, affrontait un blocage créatif, ses toiles reflétant la tourmente. Une exposition ratée la plongea dans le désespoir. « Tout ça parce que je t'aime », murmura-t-elle un soir. Claire, culpabilisée, proposa une pause, peut-être qu'on devrait réfléchir séparément. Sophie refusa net, c'est ce qu'ils veulent. Nous diviser. Une nouvelle épreuve surgit avec l'arrivée d'une ex de Sophie. Juliette. Une femme charismatique de 32 ans. Juliette, apprenant le scandale, contacta Sophie pour soutenir. Mais ses intentions étaient troubles, elle cherchait à reconquérir Sophie, profitant de la vulnérabilité. Lors d'un vernissage, Juliette flirta ouvertement, semant le doute chez Claire. Elle est du passé, assura Sophie. Mais Claire, insécure, fouilla le téléphone de Sophie, découvrant des messages ambigus. La confrontation fut violente, « Tu me trahis », accusa Claire. Sophie, outrée, expliqua, « C'était innocent. Mais ta méfiance nous tue. » Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant ses blessures. Le lendemain, Claire s'excusa. Mais le mal était fait. Sophie, blessée par le manque de confiance, distança Claire émotionnellement. Elles cohabitaient, mais l'intimité s'effritait. Claire consulta à nouveau son thérapeute, explorant ses insécurités enracinées dans le rejet familial. La société nous conditionne à douter de notre valeur, dit-il. Inspirée, Claire organisa une rencontre avec Juliette pour clarifier. Juliette admit ses sentiments persistants, mais respecta la relation. Sophie t'aime vraiment, confia-t-elle. Cette honnêteté apaisa Claire,
Mais révéla une faille plus profonde, sa dépendance à Sophie pour valider son identité. Pendant ce temps, Élise révéla un secret, elle sortait avec une femme en secret. Tu m'as inspirée, grande sœur. Cette solidarité fraternelle réchauffa Claire, qui encouragea Élise à assumer. Mais Jacques, suspicieux, intensifia sa surveillance. Il contacta le nouveau cabinet de Claire, insinuant des irrégularités. Claire, furieuse, décida d'une action radicale, une plainte pour harcèlement. Sophie la soutint. Mais avertit, ça pourrait détruire ta famille définitivement. Claire hésita. Pesant l'éthique, venger ou pardonner. Elle choisit la confrontation verbale. Appelant Jacques pour un ultimatum. Arrête. Ou je porte plainte. Jacques, surpris, négocia, viens dîner. Seul. Le dîner à Lyon fut tendu. Jacques, Marie et Élise étaient présents. Jacques tenta de raisonner, pense à ton avenir, aux enfants que tu n'auras pas. Claire riposta, mon avenir est avec Sophie. Et les enfants? On adoptera. Marie intervint, donne-nous du temps. Élise soutint Claire, révélant sa propre orientation. Jacques explosa. Mais pour la première fois, doute apparut dans ses yeux. De retour à Paris, Claire raconta à Sophie, espérant un progrès. Mais Sophie, épuisée, confia, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Une crise majeure éclata quand Sophie reçut une offre d'exposition à New York. C'est une chance pour recommencer, dit-elle. Claire paniqua, et nous? Sophie répondit, viens avec moi. Ou reste. Claire, attachée à la France, refusa initialement. La dispute culmina en une séparation temporaire. Claire resta seule, affrontant le vide. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, où des histoires similaires la fortifièrent. Une femme, Valérie, partagea son regret d'avoir choisi la famille sur l'amour. Ne fais pas mon erreur, conseilla-t-elle. Claire réfléchit, réalisant que Sophie était sa famille choisie. Elle contacta Sophie pour une réconciliation. À l'aéroport, avant le départ, Claire déclara, je viens avec toi. Mais Sophie, blessée par les hésitations passées, hésita, es-tu sûre cette fois? Claire jura fidélité. Elles partirent ensemble. Mais le voyage fut marqué par des tensions non résolues. À New York, la liberté américaine les revigora. Mais des appels de France rappelaient les blessures. Jacques hospitalisé à nouveau. Marie supplia Claire de rentrer. Sophie, compréhensive, encouragea, vas-y. Mais reviens-moi. Claire rentra, trouvant Jacques affaibli et repentant. J'ai eu tort, murmura-t-il. Était-ce sincère ou manipulatoire? Claire choisit de pardonner partiellement, mais maintint ses limites. De retour à New York, elle et Sophie reconstruisirent. Mais une nouvelle trahison surgit, Élise, sous pression, renia publiquement sa sexualité pour apaiser Jacques. Claire, dévastée, questionna, ai-je inspiré une faiblesse? Sophie la réconforta, non. Chacun son chemin. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus résiliente, mais le coup émotionnel pesait lourd.
À New York, Claire et Sophie s'installèrent dans un loft de Brooklyn, entourés d'une communauté vibrante. Claire trouva un emploi dans un cabinet international, tandis que Sophie exposa avec succès. Leur amour fleurit loin des jugements français, mais les échos du passé hantaient. Des appels sporadiques de Marie maintenaient un lien fragile, mais Jacques restait distant. Claire luttait contre la nostalgie, questionnant si le sacrifice en valait la peine. Sophie, sentant cela, proposa un retour temporaire, pour clore les chapitres ouverts. Claire accepta, craignant que le déni ne les ronge. De retour à Paris, elles affrontèrent les démons. Un dîner avec Nadia, l'ancienne traîtresse, tourna au vinaigre. Nadia s'excusa, mais Sophie, rancunière, refusa le pardon. Certains dommages sont irréparables, dit-elle. Claire, médiatrice, insista sur la croissance, on a tous fait des erreurs. Cette sagesse surprit Sophie, révélant l'évolution de Claire. Mais une rencontre avec Antoine raviva les vieux fantômes. Il était fiancé, heureux, et souhaita à Claire le meilleur. Tu as eu raison de choisir l'authenticité, dit-il. Claire, libérée, confia à Sophie, c'était une étape nécessaire. La vraie épreuve vint avec Élise. Elle contacta Claire en secret, avouant sa relation cachée. J'ai peur. Comme toi avant. Claire conseilla le courage, mais Élise choisit la prudence, épousant un homme pour plaire à Jacques. Au mariage, Claire y assista seule, Sophie refusant d'y aller. Jacques, poli mais froid, murmura, tu as détruit cette famille. Claire riposta, non. Les mensonges l'ont fait. Marie, en larmes, embrassa Claire, reviens-nous. Claire partit le cœur lourd, réalisant que le pardon avait des limites. De retour auprès de Sophie, elle explosa, pourquoi tout est si compliqué? Sophie, empathique, partagea une vulnérabilité, j'ai peur de te perdre à eux. Elles passèrent des jours à reconstruire la confiance, via des thérapies de couple. Le thérapeute souligna, vos blessures sont sociétales, pas personnelles. Fortifiées. Elles décidèrent d'un engagement public, un article coécrit sur leur histoire, pour inspirer d'autres. Publié dans un magazine LGBT français, il déclencha des réactions mixtes, soutien massif, mais aussi haine. Jacques réagit par une lettre publique de désaveu. Le backlash atteignit un pic quand un groupe conservateur organisa une manifestation contre l'agenda LGBT. Sophie reçut des menaces, forçant un déménagement temporaire. Claire, protectrice, envisagea de tout arrêter. Peut-être qu'on devrait se taire. Sophie refusa, c'est ce qu'ils veulent. La visibilité est notre arme. Leur débat éthique culmina en une décision, continuer à lutter. Mais une trahison finale surgit de l'intérieur. Louise, la tante de Sophie, révéla un secret, elle avait informé Jacques de leur localisation pour protéger Sophie. Sophie, dévastée, coupa les ponts. Même la famille choisie peut trahir. Claire et Sophie, isolées, trouvèrent force l'une dans l'autre. Elles retournèrent en France pour une confrontation collective. À Lyon, elles organisèrent une réunion familiale élargie. Jacques,
Marie, Élise et même Juliette y assistèrent. Les accusations fusèrent, hypocrisie, manipulation, peur. Claire prit la parole, l'amour n'est pas un choix moral. C'est qui je suis. Sophie ajouta, et le rejeter. C'est rejeter l'humanité. Jacques, confronté à ses propres fautes, craqua, j'ai peur pour vous. Dans ce monde. Pour la première fois. Un dialogue s'ouvrit. Marie proposa une trêve. Élise, inspirée, avoua sa vérité à son mari, risquant tout. Le retour à Paris marqua un nouveau chapitre. Claire reprit son ancien poste, défendu par des collègues progressistes. Sophie exposa une série sur les identités cachées, acclamée. Leur relation, éprouvée, devint un phare. Mais les cicatrices persistaient. Une nuit, Claire confia, j'ai payé cher. Mais je ne regrette pas. Sophie sourit, moi non plus. Pourtant, un appel d'Élise changea la donne, son mariage implosait. Et elle cherchait refuge. Claire et Sophie l'accueillirent, formant un trio solidaire. Les mois suivants apportèrent des victoires petites mais significatives. Jacques envoya un cadeau anonyme pour l'anniversaire de Claire, un livre sur l'acceptation. Était-ce un pas? Sophie doutait. Mais Claire espérait. Elles participèrent à la Pride de Paris, main dans la main, symbolisant leur résilience. Mais la société française, en mutation, réservait encore des surprises. Un projet de loi restrictif sur l'adoption pour couples LGBT menaça leur rêve de famille. Sophie, militante, organisa des pétitions. Claire, légaliste, plaida en cour. Leur engagement social renforça leurs liens, mais épuisa. Un climax émotionnel survint quand Jacques invita Claire seule. Je veux comprendre, dit-il. Claire accepta, emmenant Sophie en secret. La soirée fut tendue, mais révélatrice. Jacques admit ses préjugés, influencé par son éducation. Changez. Papa, implora Claire. Il promit d'essayer. Le chemin vers la réconciliation fut long et sinueux. Jacques commença par des appels sporadiques, posant des questions maladroites sur Sophie. Marie, plus ouverte, visita Paris pour un thé. Élise, divorcée, assuma pleinement sa sexualité, vivant avec une partenaire. Claire et Sophie, témoins de ces changements, se sentaient validés. Pourtant, des rechutes survenaient, un commentaire conservateur de Jacques lors d'un dîner familial ravivait les blessures. Sophie, patiente, encourageait Claire, le progrès n'est pas linéaire. Professionnellement, Claire grimpa les échelons, défendant des causes LGBT. Sophie, inspirée, créa une fondation pour artistes queer. Leur vie devint un équilibre entre amour et activisme. Mais un dilemme moral émergea quand elles envisagèrent l'adoption. Jacques offrit son soutien financier, mais conditionné à une discrétion. Accepte-t-on l'argent sale, débattit Sophie. Claire, pragmatique, argumenta, c'est pour l'enfant. Elles refusèrent, choisissant l'intégrité sur la facilité. Cette décision renforça leur éthique,
mais souligna les sacrifices persistants. Une ultime épreuve testa leur lien, Sophie fut diagnostiquée avec une maladie chronique, nécessitant des traitements coûteux. Claire, dévouée, abandonna une promotion pour s'occuper d'elle. Sophie, culpabilisée, proposa une séparation, ne sacrifie pas tout pour moi. Claire refusa, c'est ça, l'amour. Leur résilience inspira leur entourage. Jacques, touché, offrit de l'aide sans condition. Pour la première fois, il rencontra Sophie formellement, s'excusant pour le passé. Vous êtes forte, dit-il. Sophie accepta, mais garda ses distances. Les années passèrent, marquant des transformations. Claire et Sophie adoptèrent une fille, Emma, symbolisant leur victoire sur les préjugés. La famille élargie s'adapta lentement, Jacques devint un grand-père attentif, bien que maladroit. Élise fonda une famille similaire. Mais les ombres sociétales persistaient, des débats nationaux sur les droits LGBT ravivaient les peurs. Claire et Sophie, figures publiques, défendaient inlassablement. Réfléchissant sur leur parcours, Claire murmura un soir, « Avons-nous fait les bons choix ?» Sophie sourit, « Les choix sont ce qui nous définit. » Leur histoire, riche en conflits et réveils, illustrait les coûts de l'authenticité dans une société en évolution. Était-il juste que l'amour exige autant de sacrifices pour être accepté ?